être montré. 802 à 885. L'avenir est une porte. De passer en est la clé. C'est Victor Hugo. Une jolie photo. Alors, on va rentrer, voir dedans qui s'y cache et qui sont nos invités. Oh. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Sablon du Cerisier Café Barbier, nous sommes venus dans ce musée. On nous en parle. Et voilà, donc nous avons deux personnalités. Monsieur Monsieur Yves Coupe et Monsieur Eric Dandono. Monsieur Eric Dandono. C'est lui le propriétaire des lieux. Non, Et je ne suis pas propriétaire. oui, mais c'est toi qui tiens ces lieux. C'est toi qui tiens le lieu. Voilà, tu tiens le lieu. Concierge, et c'est grâce à lui si aujourd'hui nous avons toutes ces photos bien entretenues du passé et qu'on va se faire un plaisir de feuilleter avec notre ami Yves. Il va nous expliquer, accompagné de monsieur Eric. Voilà. Alors, nous allons commencer. J'étais en train de regarder ces photos la dernière fois. Je vois pas mal de photos. On va les feuilleter ensemble. On va regarder. C'est l'histoire, en fait, quand il y a pas mal. C'est ça, c'est des cartes de la licence. C'est la licence à l'époque. Hein. C'était quelle époque, ça? Qu'est-ce qui est écrit là? En fait, lorsque les tribunes de la Croix du Prince ont été détruites en 2019, il y avait sous les tribunes toutes sortes d'objets, et en particulier toutes les licences du passé. Donc on retrouve de nombreuses années de licences de joueurs qui ont plus ou moins bien réussi d'ailleurs dans le rugby, mais qui ont débuté même en minime, en cadet ici. Et on se rend compte que justement, le club de la section paloise, au niveau rugby, était très fédérateur. Et beaucoup d'enfants de la ville de Pau venaient ici apprendre le rugby. D'accord. Est-ce que Yves ou Eric serait capable de me dire combien de licences que vous avez ici là? Absolument pas. On va dire en gros. Hein, juste, on a trouvé les licences qui a jusqu'aux années à peu près 70. Après, ça a été numérisé, c'était informatisé. Donc, il n'y avait plus de licence papier. Donc, les licences papier, là, de 1930 à 1970 à peu près. Ça balaye à peu près cet espace, sachant que les licences des joueurs les plus connus ont été remis à ces joueurs. Donc, elles ne sont pas ici. Il y a une centaine de licences qu'on a offert, par exemple, à la sœur à Papa Rambord, par exemple, à Jean-Paul Basny, aux anciens joueurs. Quoi. Donc ici, on a des licences plutôt de gens plus ou moins inconnus, mais qui ont fait partie du club à leur époque et qui étaient omniprésents pour le club. C'est la force du club, c'est le nombre et la qualité. D'accord. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que n'importe qui peut venir visiter ces lieux? Oui, ce lieu est ouvert à tout le monde. À tout le monde. Le portail est ouvert, même si la poignée est inversée. Et la porte est jamais fermée à clé pour que les gens puissent y rentrer éventuellement, mais ils n'osent pas. De quelle heure à quelle heure? Mais par contre, j'ai pas mal de gens qui viennent. Donc moi, je leur fais visiter le musée. Dernièrement, j'ai quelqu'un de Lagor qui est venu la semaine dernière, qui avait joué une année ici. Et ils se retrouvent, ils font voir la photo à leurs enfants. J'ai eu tout un tas de visites. J'ai eu un monsieur de 97 ans qui s'est... Tu peux nous préciser l'heure qu'ils peuvent venir? Pardon? À quelle heure ils peuvent venir ces gens? Ils viennent quand ils veulent. Moi, quand je suis là à partir de... À 1h du matin, à minuit? Pas la nuit, comme pas la nuit. Personne qui téléphone à 11h du soir pour envoyer des questions. Parce qu'à un certain âge, à 9h, on est au lit. Ben oui, bien sûr. On n'a pas une vie active la nuit. Donc, vous pouvez venir de midi à 19h. Est-ce qu'il faut passer un coup de fil avant pour te préparer à... Non, pas spécialement. Pas spécialement. Ils viennent et puis ils voient si je suis là. Sinon, le samedi, c'est toujours ouvert. Quand il y a les matchs de rugby, tout est ouvert. Donc, ils peuvent venir voir le match de rugby, que ce soit les Crabos, les Espoirs ou les Cadets, les Godermen ou les Amerceries. Et le samedi prochain, par exemple. Ouais, il y a 2 matchs et là, tout est ouvert. Tout est ouvert, ok. 2 matchs de rugby? On peut en parler un peu plus? Les matchs de rugby le samedi prochain? Ouais. On
a les Krabos. Les Krabos, c'est anciennement les juniors Rechem, et qui ont actuellement son premier de poule. Et s'ils gagnent contre Castres samedi, ils sont qualifiés pour continuer le championnat. Et pareil pour les cadets de mercerie. Donc ça mettra un peu d'ambiance et d'évolution au site. Mais le site habituellement vit un samedi sur deux, j'ai des matchs. Alors, des fois des samedis en suivant. Voilà. Précise la date. C'est samedi combien? Samedi? On sera le 17. 17? On sera le 17. Samedi 17 mai 2025. Samedi 17 mai 2025. 2 matchs de rugby en préparation. Alors, je vais revenir sur l'histoire de ce musée, l'histoire du 14 juillet, l'histoire du stade de la Croix-de-Prince. Alors, nous allons poser des questions précises face à M. Yves Cour, qui m'accompagne souvent. Alors, pouvez-vous me raconter l'histoire de ce quartier et comment a évolué au fil des ans? Alors, le quartier en lui-même, l'histoire, elle est très ancienne. Je vais parler principalement, moi j'y suis né en 1949, donc je l'ai vu vivre à cette époque-là, puis après, je l'ai quitté. Donc j'ai vu l'évolution plus ou moins. Autour du rugby, je parle, bien sûr. Autour du rugby, ici autrefois, il y avait, fin du 19e siècle, il y avait un stade qui s'appelait le Chambourda, qui se trouvait sur les rives du Gave, à peu près du côté de là où il y a actuellement le restaurant à la maison. À peu près. Ah oui, d'accord, sur les bords du Gave. Et puis ce stade a fermé, et puis la section paloise s'était mise au rugby, et ce stade-là qui était vétuste, il n'y avait pas grand-chose comme installation. Il a été délaissé par la section paloise, qui est venue s'installer ici, sur ce champ, et qui a acheté les terrains. Les terrains ont été aménagés, ça c'était en 1910, qu'a eu lieu l'inauguration du nouveau stade de la Croix-du-Prince. Voilà. Et en 1913, on y a construit la tribune principale, parce que, évidemment, le rugby prenait de l'importance, et il était important de l'aménager correctement. Voilà. Il y avait également, d'ailleurs, aussi un peu plus loin, là, sur la route de Jolos, après le passage en niveau à la Croix-du-Prince, un autre champ qui servait aussi pour les matchs moins importants, pour les cadets, les minimes, etc. Les enfants se déshabillaient ici au stade de la Croix-du-Prince, ils traversaient la rue avec les indicateurs et ils allaient jouer là-bas. Mais ici, le stade, a été aménagé petit à petit. Derrière, il y a aussi un stade, un terrain qui servait aux échauffements. D'accord. Voilà. Plus tard, la section paloise s'est retrouvée dans la difficulté, et c'est la ville de Pau qui a racheté, dans les années 80, je crois, qui a racheté la municipalité a racheté le stade, voilà, qui appartient maintenant à la ville de Pau. Ce stade-là. Ce stade-là, voilà. D'accord. Seulement, voilà, petit à petit, ce stade est devenu de plus en plus vétuste. Les tribunes étaient en bois, commençaient un petit peu, ça a commencé à grincer, etc. Et puis est arrivée la période où il a fallu quitter le stade parce que les aménagements n'étaient pas suffisants pour le rugby professionnel. Et en 1991, les joueurs, la section paloise est allée jouer au stade du Hameau qui venait d'être rénové. Voilà. D'accord. Qui n'était pas à l'époque dans l'état actuel, oui, mais qui avait été rénové à l'époque. Et ici, on a gardé que les matchs des jeunes, voilà, en particulier des espoirs. Voilà. Tu me disais que par rapport à ces lieux, là, le stade, à une époque c'était Jurançon et d'autres époques c'était pauvre. Jurançon, le quartier, la rue du 14 juillet, le quartier, Yves m'a appris quelque chose il y a un instant, c'était Jurançon, ce n'était pas à Pau. D'accord. Ça a été annexé par Pau en 1861 et ensuite ça s'appelait quartier du 14 juillet en 1897. D'accord. Et il faut savoir qu'en 1970, il n'y a pas si longtemps que ça, on considérait ce quartier comme le petit Pau. Tellement il était vivant. Maintenant,
Yves pourrait t'expliquer pourquoi il a été annexé par la ville de Pau. C'est-à-dire que la ville de Pau, à cette époque-là, n'était pas la ville la plus peuplée du département. C'était Bayonne. C'était Bayonne qui risquait de devenir préfecture. Donc, avec ce tour de passe-passe, si vous voulez, prendre ce quartier qui était jurançonné jusqu'au pont, qui était jusqu'au pied du château, eh bien, en prenant ce quartier-là, on a augmenté la population paloise et on est resté la ville la plus peuplée du département et ça a permis de rester préfecture. La ville de Pau, hein? La ville de Pau. Ouais. Voilà. Moi, toutes ces histoires me fascinent. Ça, c'est quand j'ai envie de. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire et on va développer un peu plus sur cette ville de Pau. Alors, deuxième question que je vais te poser, Yves, c'est une question aussi qui concerne aussi M. Eric. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à créer le musée des photos, des rugby, et quel est l'objectif de ce musée? Alors, si je pense le mieux adapté. Si tu veux, j'ai créé ce musée. Tu l'as créé quand? Quelle année? Je l'ai fait juste après le confinement. Il faut savoir que je m'étais aperçu, en allant faire les travaux au stade du Hameau, qu'il n'y avait pas tellement d'hommages rendus et de photos rendues aux anciens. Et je savais qu'ici, ça avait été leur histoire, ils avaient créé leur histoire ici. Et on avait fait ces photos, Jean-Paul Basqui avec les anciens avait travaillé sur ces photos pour les 100 ans du stade. Donc je savais qu'elles existaient. Je savais qu'il y avait des licences, puisqu'on les avait récupérées dans les poubelles. Et je savais qu'on disposait de pas mal de papiers. Donc j'ai aménagé, j'ai mis en scène ces photos du mieux possible. J'ai repeint la salle, qui était quand même relativement pourrie. Et ensuite, j'ai créé ce photo avec une certaine dynamique. Bon, c'est du classique, hein. Il y a du scolaire, il y a de l'académique, il y a du brouillon. J'ai voulu diversifier pour qu'il y ait, je dirais, une dynamique visuelle différente et pour que ce soit agréable à l'œil quand on y rentre. Donc ce musée a été créé comme ça, sur un coup de tête et avec grand plaisir, avec grand amour, puisque je rendais un hommage quelque part aux anciens. On ne peut pas dire que c'est un devoir de mémoire, parce qu'ici ça n'a pas été un terrain de guerre, c'est un terrain de rencontre linguistique, même si des fois on compare les deux. J'ai tendance à penser qu'on exagère, ça n'a rien à voir. Mais bon, c'était un gros coup de cœur. Et puis moi, j'ai joué ici en cadet. Donc, quelque part, on rêve toujours de ces rêves d'enfants et on rêve de les amener au bout. Moi, je n'ai pas été un grand joueur, mais j'ai eu la chance de vivre ici. Pour moi, c'est un privilège. Donc, je devais de le rendre aux autres. Voilà comment ça s'est passé. Après, c'était une façon aussi de montrer que les anciens de la section paloise sont toujours étroitement liés à la Croix du Prince. Et il faut dire une chose, c'est que les anciens de la section paloise espèrent qu'un jour ce stade sera réhabilité, sera rénové et pourra à nouveau vivre, je ne vais pas dire comme l'ancien stade, puisqu'il y a le stade du Hameau, mais avec en particulier d'autres bâtiments qui permettraient aux autres sections de la section paloise, style judo, boxe, etc., de fonctionner. De fonctionner, mais oui, voilà. Bien sûr. Mais donc, les anciens de la section paloise tiennent beaucoup à ce stade, et grâce à Eric, justement, eh bien, on montre ce lien et on montre que la Croix du Prince, c'est vraiment le stade de la section paloise amateur. Mais justement, on vient à cette question, hein, c'est quel est l'objectif de ce musée et comment voyez-vous l'avenir justement de la rue du 14 juillet, toujours avec, en parlant du musée, ce musée de la Croix du Prince, hein. Comment voyez-vous l'avenir? Là, tu as répondu un peu oui, j'ai répondu. Ben, l'avenir, il existe un plan. Il existe un plan de réhabilitation du stade. Avec, les anciens ont fait faire par un architecte un plan. Maintenant, le plan, il attend les sous. Comme on dit. Ouais, le plan, tu l'as, le plan? Ah non, moi je l'ai plat. Est-ce qu'il y a moyen de l'avoir pour le 17? Parce que le 17, on va faire une expo au 14 juillet. Pour le 17. De toute façon, le plan. C'est samedi. Oui. Le 17, mais. Ici, moi j'ai des matchs, samedi. Non, mais c'est moi qui l'organise avec Yves. S'il peut venir, mais tu peux venir. Mais si tu as non, le match. je ne l'ai pas samedi, le match au Hameau, je te l'ai dit. Oui, mais moi je suis là, t'inquiète pas. Je vais recevoir du monde avec les photos. On va parler du rugby à cette époque-là.
à cette époque-là. Mais moi, je ne pourrais pas être là. Oui, mais je vais les exposer, les photos, c'est pas un souci. Je t'exposerai les photos éventuellement, si tu veux. Alors, je repose la même question. Comment voyez-vous l'avenir de la rue du 14 juillet, tout en sachant qu'on parle du rugby? Le rugby et ce lieu-là qui me semble approprié à... Le 14 juillet a changé. Il faut se dire que le rugby de l'époque, les gens arrivaient en train de la vallée, se garaient à la place de Verdun, descendaient, faisaient marcher tous les commerces, les commerçants, les bars et autres, en congéniant le stade et en repartant. Maintenant, c'est fini. Les gens se mettent à proximité pour se garer. Il y a déjà moins de place pour se garer. Et puis les gens, maintenant, partent directement ailleurs. Il n'y a plus rien d'ouvert. Le dimanche, il y a juste le bar d'en face. Des fois, ils marchent un peu avec le rugby. Mais avant, ici, il y avait 3 bars à la sortie du stade. Donc, ça vivait. Ouais, ça vivait. Mais maintenant, c'est fini. Il y avait des métiers de bouche. Il y avait des boulangers, des bouchers. Il n'y a plus rien. Donc, c'est le futur avec le rugby en parallèle. J'ai du mal à le définir. Et puis, on a mis des bâtiments. On est sur les marchands de sommeil. On n'est plus sur... une vie dynamique, on est sur autre chose. Maintenant, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? C'est l'évolution. L'évolution d'une société, on ne sait pas moi en juger particulièrement. Le stade en lui-même, s'il vit, comme dit Yves, s'il vit dans le futur avec, je dirais, différentes sections de la section paloise, il y aura une petite dynamique, mais qui se créera. Mais de là à amplifier la vie le dimanche, ça m'étonnerait fort. Maintenant, après, il faut savoir une chose aussi, c'est que le stade appartient à la ville de Pau. Ça veut dire que la ville de Pau peut en faire ce qu'elle veut. Oui, mais... Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'un temps, l'avenue des Vallées, là, qui descend sur Jurançon, on avait envisagé de la faire passer ici, et de la faire aboutir à la Croix du Prince. D'accord. Et ça ne s'était pas fait parce qu'on s'était rendu compte qu'avec la circulation qui était en place, la Croix du Prince aurait été complètement bouchée, complètement engorgée. Bon, mais la ville peut très bien envisager d'y faire un EHPAD, d'y faire un parc, d'y faire un lotissement, d'y faire des trucs. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'il avait été envisagé d'y faire comment ça s'appelle la porte d'entrée. Non, le palais des sports de Pau, qui se trouve là-bas à hauteur de Pau. En temps, on avait envisagé de le faire ici. Oui. Et on s'était aperçu que là aussi, c'était très délicat. Mais c'est avéré ça, c'est bien ça? T'as les journaux qui disent ça? Ah oui, je l'ai lu aujourd'hui, alors c'est pas vieux. Ah oui, d'accord. Oui, les journaux, oui, sûrement que les journaux existent, je l'ai trouvé sur Internet, l'article. Mais ça a été envisagé, mais c'est toujours la même histoire. Le coin est enserré, on ne peut pas s'y garer. D'accord. Donc c'est très difficile d'y faire quelque chose. Voilà. Et alors, Yves, je souligne ce que tu viens de dire, que le stade appartient à Pau, que ce musée appartient à Pau, mais personnellement, nous n'appartenons pas à Pau. Alors, il faudrait aussi dire, en fait, compte que si la ville de Pau ne constate pas la valeur de ce qu'elle a dans la ville, ils le savent. Moi, je trouve que ce que a fait trouve, en fait, compte que c'est valorisant. Ça fait partie de ce qui pourrait redynamiser la rue du 14 juillet, valoriser ce qui se trouve derrière ces murs, dans cette rue, parce qu'il y a pas mal de choses à découvrir. Grâce à vous deux, on va. Non, mais je vais trouver des sujets et tu seras invité à préparer les interviews et voilà. Parce qu'on va mettre les choses au clair. De passer de cette rue, pour moi, était magnifique. C'était le moment où il y avait pas mal d'échanges et pas mal de trucs à voir, parce que là, c'est mort, souvent. Alors, il faut se dire une chose, c'est que le passé, c'est le passé, le présent, c'est le présent. Bien sûr. Il y a eu des commerces qui ont disparu et d'autres qui ont été créés. Ici, on a vu pousser des banques, on a vu disparaître. Oui, mais des mauvaises décisions, il y a des mauvaises décisions qui ont fait que... Mais c'est des choix qui sont nationaux, qui ne sont pas spécifiquement dus à la ville de Pau. Oui, bien sûr. C'est des choix. Après, la rocade a été là pour éviter l'engorgement dont parlait Yves, des gens qui travaillaient de la vallée de l'Oron, qui venaient ici. Donc, ils ont été déviés par les rocades, ce qui est un bien, à mon avis.
même si le matin, ici, on retrouve des embouteillages pour les gens qui vont travailler sur le centre de Pau. Il faut se dire une chose, c'est que tout a été bouleversé avec le temps. Et c'est pas Pau, c'est toutes les villes moyennes. Oui, ce sont les choix qu'on fait des choix de contournement pour justement, et puis on en revient à la future vignette, les voitures seront de moins en moins acceptées dans les villes. Donc, est-ce que les commerces seront plus à proximité? Est-ce que les gens iront en vélo avec des... Ça va se faire avec le temps. Mais tu viens de mettre le doigt sur un problème encore là, les vignettes là, mais ils sont en train de faire marche arrière. Donc c'est des choix en fait, c'est des décisions qu'ils ont prises et qui fait que... C'est la politique, c'est... Voilà, donc c'est pour ça que ça permet de parler de ça, de voir en fait quand le passé, qu'est-ce qui s'est passé à un moment, et pourquoi ils ont pris des décisions qui n'ont pas forcément... Maintenant, je vais te dire une chose. Moi, à l'époque, quand j'habitais à Nazaire, chez mes parents, il n'y avait pas le centre Leclerc, il n'y avait pas le Super U qui était avant le centre Leclerc, il y avait un petit épicier qu'on appelait Cadetto, qui vendait 2 ou 3 bricoles, et on venait, même les parents, ceux de Rontignon, ils venaient à la rue de Torjuillet parce qu'il y avait un magasin qui s'appelait Maps. Je ne sais pas si tu te souviens, qui était une grande surface, qui était aléatoire, comme un petit peu plus grande que le Carrefour actuel, et les gens venaient là. Donc les gens de l'extérieur venaient pour faire leurs courses là. Maintenant, les gens de la rue 14 juillet, moi le premier, je m'en vais faire des courses à Leclerc à Mazères, pour deux choses. Le côté pratique pour se garer, et puis le côté... ça coûte moins cher, les grandes surfaces. Bien sûr. Il y a plus de choix aussi. On a des budgets qui sont de plus en plus serrés. Donc, on va sur la facilité pour arriver à la fin du mois. Bien sûr. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte, mais c'est des faits de société. J'ai le souvenir qu'en 1967-68, j'étais ado, j'étudiais à l'ESCAR, à l'école normale de l'ESCAR. Et quand on allait à Pau, on faisait du stop. Et on se mettait sur la route de Bayonne pour faire du stop. Eh bien, à l'endroit où tu as actuellement Decathlon, Carrefour et tout ça, c'était des champs. C'était des champs. Il n'y avait rien. Il y avait que des champs. Et le premier qui s'est monté, je me souviens de la première grande surface qui s'est montée, ça s'appelait Centaure. Et qui était représenté par un ballon de rugby, justement, je me souviens bien. Voilà. Et donc, toute cette évolution... ça a commencé, justement, l'évolution s'est faite, et on peut dire, à partir des années 60-70, mais... La rue de 14 juillet a beaucoup perdu, évidemment, avec la fermeture de la fermeture non, mais disons le passage du rugby au hameau, en 1991. À partir de ce moment-là, ça n'a rien arrangé non plus. La rue du 14 juillet, ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le dimanche, la rue du 14 juillet n'était plus aussi vivante. Parce que la vie, ça a toujours des avantages, c'est des rencontres, mais les inconvénients, c'est ça bouge, c'est compliqué, quoi. Et il faut se garer, il y a du monde, ça fait plaisir à certains et pas plaisir à d'autres. Bon, mais c'est une réalité, ça a changé, maintenant c'est comme ça. Et après, avec le temps, mais c'est pas spécifique à la rue du 14 juillet, hein. Il y a beaucoup d'endroits où c'est exactement pareil qu'ici. Oui, bien sûr, mais historiquement, la rue du 14 juillet a une histoire. Donc, c'était le petit pont. A une histoire. Quand on dit le petit pont, c'est que ça vivait énormément. Après, il y a eu au-delà de cette histoire, il y a eu les réfugiés espagnols qui sont venus. Mais bien avant, des gens qui étaient très vivants. Mais bien avant aussi, il y a eu aussi le château d'Henri IV aussi. Donc c'est une histoire. Donc c'est tout ça qu'il faut remémorer. Non, mais il faut se dire une chose, c'est que c'était un quartier vivant, et puis il est parti dans le sommeil au fur et à mesure, comme le reste je dirais des quartiers de Pau, mais des quartiers de toutes les villes. Bien sûr, et ensuite, maintenant, ils sont en train d'essayer de restructurer avec des politiques de restructuration du centre-ville et des villes, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Bien sûr. En 70, comme je te disais tout à l'heure, c'était très très vivant, c'était un quartier qui vivait. Bon, mais en 70, ça a quand même 55 ans. Donc il faut regarder la réalité. La vie s'est détériorée, l'animation, avec le temps. Mais après, la vie en elle-même, moi, j'ai vis bien ici. Bien sûr. Il faut te dire que c'est un quartier qui n'est pas qui n'est pas désagréable du tout, bien au contraire. Après, c'est pour cela que je viens ici te voir. Partout. On puisse voir. Alors, excuse-moi de te couper, je voulais faire le tour des photos avec vous deux, et montrer les licences et tout ça, montrer même là sur la table. Là, vous voyez, c'est l'histoire, la section paloise, Narbonne, Corbier, dimanche 6 décembre 1900. Pour montrer. Voilà. Non, mais on va revenir. Mais la dernière question, en fait, quand elle est appropriée, en fait. Alors, c'est quels sont les souvenirs les plus marquants que vous avez de l'équipe de la section paloise
et de ses entraînements dans le quartier, ou de son entraînement dans le quartier. Le plus marquant, c'est là. Alors, on va le voir ensemble. C'est Yves qui le dit. Hein. Alors là, ça, le plus marquant, c'est Yves. Ça, c'est la photo de l'équipe de la section paloise qui a été championne de France en 1964. En 1964, ils ont été champions. Alors, quelles sont les personnes qui sont ici, là? Parmi les personnages, on ne va pas te citer tous les joueurs. Je ne vais pas te citer tous les joueurs, mais enfin là, parmi ceux-là, il y en a plusieurs qui ont joué à l'équipe de France de rugby. Donc, tu connais les noms? Cette histoire de... C'est dommage qu'ils n'aient pas mis les noms en dessous. Quoi. Les joueurs les plus importants, c'était le capitaine, qui était François Moncla, qui a été capitaine de l'équipe de France ici. Il est encore vivant ou pas? Non, c'est pas. Non, il est décédé il y a 2 ans. Ah oui. 3 ans. Et ensuite, il y avait Nano Capdouze qui a joué l'équipe de France, Jeannot Piquet qui a joué l'équipe de France, Sox qui a joué l'équipe de France, Casabati a joué aussi, Etcheverry a joué aussi, et c'était une équipe de jeunes du coin, de la vallée d'Ossau, etc. Ouais. Voilà. Et ça a été une grande aventure. Alors, je peux en parler, celle-là, facilement, puisque j'ai écrit un livre moi-même sur l'épopée des titres de 1964, qui ne s'est pas gagné tout seul. D'accord. Et il faut dire une chose, c'est que 18 ans avant, la section paloise avait été championne de France en 1946, et 18 ans avant, l'équipe de France avait été championne en 1928. Voilà. Il y a eu 3 titres de championne de France. Ah, ça c'est bien ça. À cette époque-là. Ouais, donc là, ça avait été une année formidable parce qu'ils avaient aussi joué, participé à un deuxième challenge qu'ils n'avaient pas gagné parce qu'ils avaient trop fait la fête trop fait la fête quand ils ont été champions de France. Alors, on peut essayer de faire juste, de balayer un peu pour qu'on puisse voir. Tout en après ici, regarde on voit bien justement 1902 à 2002. Vous avez fait un calendrier, ça? Oui, c'est un calendrier avec des photos de l'époque. Ouais, voilà. Ça, on jouait au début, on ne jouait pas au rugby, on jouait à ce qu'on appelait la barrette. C'était une espèce de jeu avec des règles. Et c'était passé à ce qu'on a appelé le football rugby. Au départ, on n'appelait pas le rugby, on appelait ça football rugby. Voilà. On parle à la fin du 19e siècle. Hein. D'accord. Voilà. Ça c'est 1902 et 1910. Le rugby à Pau a commencé vraiment au début, à 1905 à peu près, dans ces eaux-là. Et tous ces matchs-là, c'est des matchs qui ont été joués ici ou bien où? Alors, parce que là, c'est quoi? C'est la section paloise, c'est ça? La barrette et le football rugby se jouaient au Chambourda, là-bas. Le stade de la Croix du Prince n'existait pas, puisqu'il a été inauguré en 1910. D'accord. Voilà. Voilà, alors là, c'était des tenues un peu rigolotes. On jouait même des fois avec des bérets. Certains portaient le béret. D'accord. D'où vient le mot bérette, en fait? Non, ça n'a rien à voir. Non, mais béret, bérette. Non, ça n'a rien à voir. Voilà, les grandes équipes de... Non, on parle du Dumanoir parce que c'était un challenge qui se jouait en plus du champion de France et qui était très, très disputé aussi. Hein. Maintenant, ça a été supprimé puisqu'on a mis la Coupe d'Europe de rugby à la place. Voilà, donc ça c'était en 1946. C'est eux là qui... En 1946, l'équipe de la section paloise, ouais. avec les frères Cazenave en particulier, qui ont été des grands personnages de la Croix du Prince ici, puisque ce stade porte le nom d'Albert Cazenave. D'accord. Albert Cazenave. Qui a été président ici de la section paloise, qui a été un des grands promoteurs du rugby à Pau. Et il avait un frère qui s'appelait Théo aussi, qui a été entraîneur. Alors Albert Cazenave est ici au milieu. Voilà, Théo est ici. Voilà, 1946. Alors, les internationaux palois, dont je t'en ai parlé, Papa Rambord, j'ai oublié de citer Papa Rambord parce qu'il n'était pas dans l'équipe 64, il était trop jeune. Mais Robert Papa Rambord, ça a été la grande figure du rugby palois, hein, qui avait mon âge, qui était né à 50, mais qui est là, c'est décédé. Je vais organiser une rencontre, justement, on va parler de ça, plus largement, hein, du rugby et de ces personnes, de ces personnalités les plus connues ou les moins connues. On va essayer de montrer que les champions de
les grands joueurs de rugby viennent de Sud-Ouest, hein. Et surtout, hein, bien sûr. Ils viennent de... du Sud-Ouest, oui, en particulier. Il n'y a pas que le Stade Toulousain, il y a aussi d'autres équipes. Alors, à l'époque, en plus, le rugby ne se jouait pas à 14 équipes, il se jouait à 64 équipes. Ah, oui. Donc, ça veut dire qu'il y avait, qu'il y avait des équipes du coin ici. Il y avait Dax, il y avait Mont-de-Marsan, il y avait 64 Bayonne, équipes. il y avait Tarbes, Lourdes, Bagnères, toutes ces équipes du coin. Ce qui fait qu'il y avait du monde qui venait, qui n'habitait pas très loin. 40 km, 60 km. Oui, il y avait 64 équipes qui se jouaient. C'était des poules on appelait ça des poules de 8. Mais à Pau même, hein? Non, c'était dans toute la France. Dans toute la France, 64 équipes. Les équipes qui jouaient, c'était des clubs plus modestes. Il y a beaucoup de ces équipes qui faisaient le championnat de France et qui ont disparu du championnat actuel, quoi. Ah oui, d'accord. Qui ne sont plus dans le top 14, puisque c'est maintenant, c'est top 14. C'est 14 équipes qui tiennent le haut du pavé, comme on dit. Voilà. Donc, on fait le tour de ce sens-là ou de l'autre sens? On commence par la gauche ou la droite? Comme tu veux. Allez, on fait par la droite alors. On remonte, on fait compte ici, parce qu'ici, on a vu ce que c'est. Il y a pas mal de photos ici. Comment il les a placées? Par rapport à l'année, croissant, décroissant, année, section paloise, 1926-1927, championnat principalement les équipes dans des années différentes. Ouais. Et ensuite, plus loin, tu vois, là, c'est déjà plus vivant, tu as toutes les actions de jeu. Je balaye vite, hein, mais il y a toute une histoire à raconter. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas installé ces photos par rapport à chaque année, décroissant. Parce que là, je vois 1940, je vois 1914, 1913 en bas, 1914 en haut, 1945, 1953, ça suit, 46, l'équipe championne de France debout, comment on appelle ça, l'enfant Lafitte, Salidas, Loustaudet, Sarabal, Bazet. Tout ça, c'est des joueurs de rugby 1953, 1953 en haut, 1953 en bas. C'est pas mal de trucs à montrer. C'est vraiment dommage. Quand je vois sur un mur autant d'histoires, je me dis, tiens, il serait temps de le démontrer, de le montrer. Hein. C'est vrai, on n'a pas la chance de voir, en fait, dans une seule pièce autant d'histoires. Hein. Mais c'est vrai, mais c'est formidable. Surtout ici, il n'y a pas un autre lieu ici, on peut voir autant de photos d'un sport. C'est qui ce monsieur? Le président Albert Cazenave. Voilà, c'est lui. Albert Cazenave. Tu peux me dire plus sur ce monsieur Albert Cazenave? Albert Cazenave, ça a été le président de la section paloise pendant de nombreuses années. Et voilà, il a été également entraîneur. C'était un entraîneur sévère, on va dire, rigoureux. Voilà, il ne fallait pas s'amuser à faire le mariole si on voulait jouer dans l'équipe. Hein. Voilà. Et puis son frère aussi, Théo, a été entraîneur, a été un bon joueur aussi. Voilà. Donc lui, il est resté président très longtemps. Voilà. Il a tenu un petit peu la section à bout de bras. Après, c'était je ne sais pas trop ce qu'il faisait comme métier, mais c'était des gens c'était des personnalités de la ville de Pau. Regarde une photo en bas là qui m'intrigue là, regarde ça. Là, c'est une vue aérienne qui a été prise. Le stade de la Croix-de-Prince, un dimanche dans les années 50, voilà. Un Pau, Lourdes, 14 000 spectateurs quand même. Moi, 14 000 spectateurs. J'ai le souvenir de ce match parce que j'y étais. C'est vrai, hein? J'y étais. Alors, explique-nous. Et c'était un match du Challenge du Manoir, justement, de Challenge du Manoir. L'équipe de Lourdes, à cette époque-là, était la meilleure équipe de l'époque. Il y avait des très très forts joueurs. Donc, c'était une question d'honneur de battre Lourdes à l'époque. Hein. Ah, c'était Lourdes, l'équipe championne, quoi. Et si on regarde bien, ici, on s'aperçoit qu'on avait été obligé de mettre des chaises sur le terrain, tout le long, ici, tellement il y avait de monde. Oui, voilà. Il y avait eu 14 000 spectateurs ce jour-là. Voilà. Voilà. C'était très difficile de faire entrer 14 000. On était serrés comme des sardines, hein. Ça, je m'en souviens bien. Je m'avais amené une photo où à l'entrée du stade, il y avait du monde, mais on aurait dit c'était l'arrivée de Johnny Hallyday. Voilà, c'était ça, tout à fait. Je me suis dit, à cette époque-là... Je ne sais pas si elle n'y est pas par là. Eh bien, on va faire un tour vite fait, hein, on verra. Hein. Tout ce qui est marquant, je sais la question. Hein.
quels sont les moments marquants que tu pourrais... voilà, on va essayer de voir sur quelque chose qui nous manque là. Parce que ça, 14 000 personnes sur le stade, c'est... Alors là, la photo, voilà, une des photos du stade. Voilà, des photos les plus putain. là où on voit la foule. La ici, foule, quoi. C'était que... Et ici à Meaux aussi, voilà, ça c'était un match aussi, peut-être celui un peu lourd d'ailleurs. Voilà. Et, ça c'était... là, les gens étaient serrés comme des sardines. Tiens, il y avait du monde là. Il y avait du monde. C'était quelle année ça? C'est dans ces années-là aussi. Hein. Les gendarmes étaient équipés, habillés comme autrefois. C'est bien de mettre l'année. C'est dans les années 50. Les années 50, ouais. L'année exacte, je ne peux pas te le dire. Je ne sais pas de quel match il s'agit. Bon, après, là, toutes sortes d'images bon, par exemple, ici, ça c'était les matchs contre Béziers, l'équipe de Béziers aussi dans les années 60, 70. Dans les années 70, plutôt, l'équipe de Béziers était l'équipe à battre. Alors, il y avait des internationaux là, incroyables. Bon, l'équipe de Béziers est venue jouer ici, alors. L'équipe de Béziers venait jouer ici. L'équipe de Béziers, comment dire... Ça, c'était le grand match, ça. Un grand match. Putain, quoi. Ici, l'équipe de Narbonne, avec les frères Spanghero ici, par exemple. Les frères Spanghero qui étaient réputés aussi. Ça, c'était une image de la finale du championnat de France en 64 à Toulouse. Voilà. Au pied performant de Duluc. Duluc qui était Duluc. qui est décédé aussi, le pauvre. Duluc. En 1938, même ici, tu vois, les stades étaient bien remplis. 1935. C'est pas loin. 1935, 1938, il y avait aussi beaucoup de monde. 28. Bon, alors le stade était un stade comme on appelle à l'anglaise, c'est-à-dire que pratiquement les joueurs auraient pu toucher les spectateurs. Oui. Donc il fallait faire attention parce qu'il y avait des barrières, il y avait toutes sortes de choses. Vous voyez, tu vois, les gens ici étaient presque sur le terrain, quoi. Hein. Il fallait, de nos jours, le terrain serait envahi, il y aurait des fumigènes. À l'époque, on respectait. Oui. Les gens respectaient, ne dépassaient pas, tu vois. Et tu vois, les gens étaient les uns sur les autres. Les spectateurs se parlaient. Alors, il n'y avait pas d'arbitre de touche à l'époque. C'était les joueurs qui arbitraient la touche. Hein. Il n'y avait pas d'arbitre officiel. Ouais, t'as vu, c'est énorme quand même. Cette forme de respect qu'il y avait à l'époque. Ça n'empêchait pas de siffler, de hurler et de jurer, hein, de dire des jurons. Mais bon, on n'envahissait pas le terrain. Ça ne se faisait pas à l'époque. Hein. La section paloise 2004 à 2005. Et en bleu. La section paloise 2005 à 2006. Tu vois, il n'y a pas ici d'image du rugby professionnel, tel qu'il est depuis les années 90. Quoi. Il y a pas, c'est avant les années 90. C'est avant les années 90, hein. Alors ici, on a fait un petit coin avec des coupes, quelques bouquins qui ont été écrits par des joueurs. Moi en particulier, j'en ai écrit un, ou deux, je ne sais plus combien. Cette sculpture ici, c'est moi qui l'ai faite. C'est toi qui l'as conçue? C'est moi qui l'ai faite. La conception, c'est toi alors, hein? Oui, c'est moi qui l'ai faite. Ça représente qui? Oh, mais ça représente un joueur de la section. Un joueur qui est heureux d'avoir gagné. D'accord. Ça là, je l'avais sculpté. Pas un joueur précis, quoi. Non. Il n'a pas un numéro sur lui, non? Non. J'avais fait ça il y a quelques années quand la section paloise était montée justement en top 14. Donc lui, c'est le joueur inconnu, quoi. Voilà, on va dire, il faut mettre dessus le joueur inconnu. C'est symbolique. La section paloise. Voilà. Ça, c'est beau, ça, tu sais. Et cette affiche-là que tu connais, ouais. C'est moi qui l'ai faite aussi à l'occasion de l'expo des 100 ans du stade de la Croix du Prince. Des 100 ans de la Croix du Prince. Voilà. Ouais, c'est cette photo-là que tu m'avais amenée. C'est celle-là, je m'étais servi de la photo de cette photo-là. Cette photo-là, tu m'avais
En fait, je l'ai un peu trafiqué. Oui, je vois, parce que l'entrée n'était pas là. Hein. Pour mettre. Non, voilà, je l'ai un peu trafiqué pour, disons, pour l'équilibre de la faute de l'image. L'image pour mettre en fait quand l'image face à la réalité. Voilà. À l'époque, c'était le rugby, hein, parce qu'on pouvait penser que c'était l'arrivée de Johnny Hallyday. Non, c'était pas Johnny Hallyday, c'était c'était l'exposition de. C'était le rugby. Voilà, et encore, tu vois ici des bouquins. Tu vois ici, tu vas rentrer, un bouquin comme ça, tu peux le prendre, tu peux te l'amener chez toi, tu le lis, tu le ramènes si tu veux, ou tu le ramènes pas. C'est un peu la bonne franquette. Ben oui. Et ouais, il y a toute une histoire ici, hein. C'est pas mal, hein. Ah, tiens, je passé un bon moment, hein. Je ne regrette pas d'être venu. Non, je ne regrette pas d'être venu. Tu vas te mettre au rugby bientôt. Oh, le rugby, à mon âge, oui, c'est mon fils, oui. Mon fils, il jouait à Bizanos. Hein. Ah, il a joué à Bizanos. Ça va, Hugo? Alors ici, vous avez... Qu'est-ce qu'il y a, Hugo? Alors, monsieur Eric, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Hein? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à tout ça? Par rapport à tout ça, ouais. Est-ce que vous avez fait le tour entièrement? On a fait le tour, mais... Alors, combien de fois, je vais te poser des questions, combien de fois ils ont été champions de France? Ça, je lui ai dit. Mais est-ce qu'il s'en souvient? Combien de fois ils ont été champions de France? 4 fois. 3 fois. Ah, 3 fois. J'aurais bien aimé 4 fois. Mais de mon vivant, je crois qu'il n'y aura pas de 4e fois. J'étais pas loin, de mon vivant, je pense qu'il n'y aura pas de 4e fois. Contre Colomiers à Gênes, ils se font entuber, ils auraient été champions de France. Alors, ils ont été champions de France en 28, 46 et 64. 28, 46, 64. Tous les 18 ans. Alors, il faut savoir qu'il y a le monsieur qui est là-bas à la photo qui s'appelle Albert Cazenave, qui a été le capitaine en 28, qui a été l'entraîneur en 46 et le président en 64. Et ça, il n'y a aucun club qui a la même. Mais il me l'a dit, Yves, que ce monsieur il était un entraîneur assez sévère, quoi. Dans quel sens il était sévère? Il était sévère dans l'enseignement, sévère dans le... Je ne l'ai pas connu, donc je ne peux pas te dire exactement. Non, mais ça, je parle de l'histoire, hein, il fallait suivre les entraînements, et puis bon, c'était pas des entraînements où on jouait à la belote, hein, il fallait se sortir les tripes, quoi. Par exemple, ici, en 64, bon, ils avaient découvert les vertus de la musculation, etc. Ils faisaient de la muscu, c'est renforcement. Mais pour à l'entraînement, tu sais ce qu'ils faisaient? Ils allaient à la gare, à la palmeraie de la gare, et ils faisaient des courses jusqu'en haut. Ils leur faisaient faire des footing jusqu'en haut, sur le boulevard des Pyrénées, redescendre, remonter, redescendre. Il paraît que les gars, ils finissaient comme des serpillères. Ah ouais, c'était l'entraîneur, l'innovateur sur tout ce qui était l'éducation physique. Ils avaient commencé la saison en 1963, ils avaient commencé la saison où ils prenaient que des roustes, et avec l'entraînement qu'ils ont subi, au fil de la saison, ils étaient increvables. Personne ne pouvait les battre. Et ouais, il suffit d'avoir un bon entraîneur et après, il faut qu'il y ait des victoires aussi. Hein. Ça aide. Quand on a des victoires, ça pousse déjà. Ça les aide. Ah, mais c'est évident. Bien que maintenant, le rugby a bien changé. Avant, tu avais des supporters, tu avais... Il y a une très belle chanson de Nougaro, les mémés aiment la castagne, en parlant de Toulouse, mais là, ici, tu avais les parapluies. Ah ouais, moi je me souviens. D'essayer de foutre un coup de parapluie à un joueur. C'était... Il y avait que maintenant, la demoiselle que tu vois partir au stade du Hameau, elle a son petit foulard, sa petite chanson, son petit drapeau. Ça, la mamie, il fallait pas raconter l'histoire. Et ouais. Ça, c'était artificiel. Il y avait en face de ton salon de coiffure, il y avait une boulangerie. Et la patronne, si tu pas son nom, elle était réputée, elle avait le parapluie facile. Ah ouais. Et ça gueulait. Les bébés aimaient la castagne plus que l'artificiel et virer les chansons. Après, je lui dis, il n'y avait pas d'envahissement de terrain et tout ce truc-là. Hein. Ah non, il y avait un respect qui n'a plus maintenant. Mais oui. Il y avait un respect, de toute façon, c'était des il n'y avait pas besoin de guillage. C'était des idoles, ils étaient là pour
vraiment. Mais maintenant, c'est des acteurs maintenant. C'est du spectacle. Avant, c'était des rencontres qui unissaient. Maintenant, c'est des spectacles. Et puis après, autre chose, à l'époque, les joueurs étaient d'ici. Et ils étaient d'ici, ils travaillaient en usine, ils étaient instits, ils étaient paysans, ils étaient tout ce qu'on voulait. Et ils travaillaient, ils s'entraînaient après le boulot. Et ils restaient au club pendant de nombreuses années. C'est-à-dire que le mec, il arrivait à un minimum cadet, il finissait en senior. Tandis que maintenant, ben, va te rappeler des noms des joueurs de la section paloise. Ils arrivent, ils restent un an ou deux, et puis ils repartent. Et ils ne sont pas d'ici. C'est le monde professionnel. Voilà, c'est le monde professionnel. Et ouais. Il faut aussi faire. Quelle est ta prochaine question? Eh bien, la prochaine question, en fait, quand on va faire une prise ensemble, on va se laisser comme ça. Et on va leur donner rendez-vous. On va leur donner rendez-vous. Ah ouais? Non, mais le cerisier, le beau cerisier. Le cerisier. On va leur donner rendez-vous le 17 mai pour exposer l'exposition au salon de coiffure. Bien sûr, Monsieur Yves ne sera pas là parce qu'il a autre projet. On sera pas là. Et Eric aussi pareil. Donc je serai là pour faire pour faire l'expo photo des années, de quelle année des années 50. Les premières photos qui vont être exposées, c'était. Qui va te donner les photos?